Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, je vais faire une analyse de certaines équipes de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le pays hôte de la CAN 2024. Lorsque l'équipe n'est pas en possession du ballon, ils ont une formation 4-1-4-1. En positionnant un 6 entre les deux lignes, l'entraîneur cherche à rassurer sa défense et à avoir un jeu de possession sur la sortie de balle. Sauf que ça ne fonctionne pas du tout. L'équipe est collectivement désorganisée et le pressing sur le porteur du ballon n'est pas du tout coordonné. Ce qui permet aux défenseurs adverses de trouver un attaquant en pivot entre la ligne des milieux et la ligne des défenses adverses. Le 6 n'est pas du tout dans sa position, alors le défenseur ivoirien est obligé de sortir sur l'attaquant. L'espace est totalement libre sur l'aile, alors il sert son coéquipier, ce qui permet d'avoir une occasion dangereuse dans la surface des Ivoiriens. Et lorsqu'ils sont en possession du ballon, ils essayent de monter en nombre pour écarter le bloc adverse, mais sous le pressing, ils n'arrivent pas à développer le jeu. Et ils n'arrivent pas à trouver leur numéro 6 pour sortir le ballon du pressing adverse. De plus, il n'y a aucun mouvement des attaquants pour proposer des solutions à leurs coéquipiers, ce qui donne cette grosse erreur de la part du joueur ivoirien et le ballon est récupéré par l'adversaire facilement très haut sur le terrain et leur permet d'avoir une occasion dangereuse. Les éléphants ne sont pas du tout concentrés et manquent énormément d'agressivité. Le manque de concentration et le manque d'agressivité des joueurs ivoiriens permet à l'adversaire de récupérer le ballon facilement très haut sur le terrain et d'avoir un 3 contre 3. De plus, lorsque l'équipe part en contre-attaque, ils ne sont pas du tout tranchants et prennent énormément de temps et semblent fatigués. Et lorsque le ballon est récupéré par la défense adverse, les attaquants ivoiriens ne reviennent pas et l'équipe est totalement divisée en deux parties. L'équipe adverse profite de ce très mauvais positionnement de l'équipe de la Côte d'Ivoire et lance ses attaquants en profondeur. Sangaré, qui est censé prendre son opposant direct au milieu de terrain pour éviter une passe axiale, n'est pas du tout concentré et l'attaquant adverse arrive à passer devant lui pour arriver et recevoir le ballon à l'entrée de la surface de réparation, ce qui donne une occasion dangereuse sans l'intervention d'un défenseur. La position de Sangaré devant la défense est intéressante lorsqu'ils sont en possession du ballon. Il permet de jouer long et de servir ses coéquipiers dans le dos de la défense. De son côté, Fofana aime se positionner à l'entrée de la surface de réparation pour recevoir le ballon et tenter la grosse frappe. L'équipe est réellement engagée lorsqu'elle est en phase attaque. Mais lorsqu'elle perd le ballon très haut sur le terrain, la transition de l'équipe pour passer en défense est très lente, voire très mauvaise. Avec 8 joueurs en attaque, il n'y a quasiment pas de repli défensif. Mais le réel problème de la Côte d'Ivoire, c'est le manque d'agressivité. Comme sur cette action où l'adversaire se permet de foncer avec le ballon au milieu de 5 joueurs ivoiriens et qu'aucun d'eux ne le touche. Ils sont tous à 1 mètre de lui, il y a même un joueur ivoirien qui lève les bras pour dire on l'a pas touché, ce qui permet à l'adversaire d'effacer 5 joueurs ivoiriens facilement et de servir son coéquipier qui tire et qui marque. La désorganisation collective de la Côte d'Ivoire est réelle. Comme sur cette action où il y a un 3 contre 3, la ligne des défenses n'est même pas alignée pour jouer le hors-jeu et ils ne suivent même pas leurs adversaires. Ce qui permet aux Guinéens de lancer leur coéquipier dans le dos de la défense facilement et ça fait un 2 contre 1. Cette action est un symbole fort du manque d'agressivité des Ivoiriens. Sur un ballon dégagé par le gardien adverse, un joueur de la Guinée équatoriale récupère le ballon à l'entrée de sa propre surface de réparation, puis il accélère. Il traverse tout le terrain avec le ballon sans que personne ne puisse le gêner, il est même escorté par les défenseurs de la Côte d'Ivoire, lui laissant aussi l'opportunité de tirer. Toutes ces erreurs font que la défense ivoirienne est une des défenses les plus mauvaises de la Coupe d'Afrique. La montée de l'adversaire avec le ballon sur tout le terrain est un exemple parfait du manque d'agressivité des joueurs ivoiriens. Si le terrain n'avait pas de fin, le joueur aurait pu encore avancer avec le ballon pendant longtemps. Le Sénégal est clairement le favori de cette Coupe d'Afrique et l'équipe en forme du moment. Leur jeu offensif est basé sur des attaquants qui jouent en pivot pour des milieux relayeurs qui se projettent en attaque. Voici une action où on va venir encore une fois chercher l'attaquant en pivot. Immédiatement, le milieu va se projeter dans le dos du défenseur qui sort sur l'attaquant. Il est servi dans l'espace, puis il lance en profondeur Mané dans la surface de réparation adverse. De plus, la défense est très physique et très compacte, ce qui leur permet de supporter le pressing adverse et de le contrer avec un jeu long pour trouver un attaquant en pivot entre la ligne des milieux et la ligne des défenses adverses. Puis l'équipe se projette en nombre en attaque, comme on le voit avec 5 joueurs contre 4. Encore une autre action où on va venir chercher l'attaquant en pivot. Mané se déplace autour en tant qu'électron libre pour se positionner entre les deux lignes et elle reçoit le ballon immédiatement face au jeu. La défense est aspirée, l'attaquant prend la profondeur dans le dos de la défense et il est servi par Mané dans la profondeur. De plus, les joueurs sénégalais jouent bien collectivement, avec des combinaisons en triangle et des appels dans les espaces libres pour écarter la défense adverse. Enfin, lorsque le Sénégal n'est pas en possession du ballon, ils ont un jeu de pressing par zone. C'est-à-dire que lorsque l'adversaire arrive avec le ballon dans une certaine zone définie, alors les Sénégalais enclenchent le pressing. Comme sur cette action où l'adversaire essaye de passer par l'axe, alors les joueurs sénégalais viennent le presser et récupèrent le ballon. Et la transition offensive est immédiate, les joueurs se projettent rapidement en attaque. L'équipe du Sénégal est très forte et montre une certaine maîtrise de ses matchs, ce qui en fait l'une des meilleures défenses et l'une des meilleures attaques des phases de groupe de cette Coupe d'Afrique.
Le Cameroun est une équipe qui essaie de développer le jeu très souvent sur l'aile, avec des combinaisons en triangle et beaucoup de déplacements pour proposer des solutions. Leur point fort, c'est les centres qui arrivent très souvent à leurs coéquipiers dans la surface de réparation adverse. Par contre, leur gros problème, c'est la défense. Même s'ils ont un bloc bas, des lignes resserrées et un bloc compact, ils arrivent quand même à se faire perforer par l'axe et prendre des buts. Leur manque de coordination défensive est réel, comme ici où les deux attaquants qui viennent presser se font effacer facilement. L'action continue pour l'adversaire qui développe le jeu sur l'aile et qui arrive à centrer dans la surface. Le ballon revient au pied de l'adversaire sur l'aile droite qui va centrer immédiatement. Et malgré qu'il y a 8 joueurs camerounais en défense, ils sont attentistes et regardent le jeu au lieu de fermer les espaces libres, ce qui permet à l'adversaire de recevoir le ballon totalement seul au second poteau et de la mettre au fond. Même si les joueurs camerounais montrent une certaine agressivité sur le porteur du ballon, ils sont néanmoins désorganisés collectivement. Et c'est ce qu'on voit sur les différentes actions. Ils ne font pas du marquage de zone ni du marquage individuel. Et c'est ce qui permet à l'adversaire de trouver des espaces libres entre les lignes pour faire progresser le ballon et se retrouver au final avec un 3 contre 2 et un face-à-face. Malgré tout, le Cameroun arrive à marquer plusieurs buts grâce à sa supériorité et son efficacité dans les duels aériens, ce qui leur permet de finir deuxième de leur groupe et de se qualifier pour les phases finales. Le Nigeria, une équipe très offensive avec un jeu direct et vertical, exploitant les 1-2 et les combinaisons rapides dans l'axe pour servir leurs arrières qui sont montés en tant qu'ailiers sur les côtés. C'est l'une des meilleures équipes dans les phases de transition du jeu. À la récupération du ballon, ils montent très vite en attaque avec un nombre important de joueurs qui montent sur tout le terrain très rapidement, en multipliant les appels de balles et en exploitant les espaces libres. Leur plan de jeu est très bien rodé pour retrouver les milieux dans l'axe avec des passes latérales et un jeu en pivot pour retrouver l'attaquant qui remet rapidement le ballon à un coéquipier au milieu de terrain après avoir sorti le milieu adverse de sa zone. Puis il demande le ballon dans l'espace libre et il est servi, et avant même que le défenseur vienne le presser, il a déjà servi le ballon en profondeur pour Osimhen. Voici une autre action où lorsqu'ils sont en possession du ballon, le joueur vient se positionner entre les lignes pour attirer le défenseur adverse à sortir de sa zone. Le joueur nigérian en possession du ballon sait ce qu'il va se passer, il sait que le défenseur adverse va quitter sa zone pour sortir sur le joueur qui se positionne entre les deux lignes, ce qui lui laisse un espace suffisamment grand pour servir Osimhen en profondeur. L'équipe du Nigeria est très solide défensivement et elle n'a encaissé qu'un seul but sur les 3 matchs des phases de poule. Cependant, son problème c'est l'attaque. C'est l'une des équipes qui se crée le plus d'occasions et qui en a marqué le moins, avec seulement 3 buts marqués en 3 matchs, alors qu'ils ont eu un nombre incalculable de face-à-face avec le gardien. Le Maroc a un jeu de pressing et d'agressivité sur le porteur du ballon très intense. Mais la particularité de leur style de jeu n'est pas basée sur les différentes tactiques qu'ils utilisent, mais aussi sur un joueur particulier, Ounahi. C'est un joueur par lequel passent tous les ballons lorsqu'ils sont en possession du ballon. Il n'a aucune position fixe, il se déplace dans tous les postes, de la droite vers la gauche, du haut vers le bas. Son rôle, c'est de se positionner entre les lignes pour ressortir le ballon de la défense et de proposer des solutions sur l'aile où se trouve le ballon. Il est tout le temps en déplacement pour accompagner le joueur qui porte le ballon, que ça soit à droite ou à gauche. Lorsque l'équipe du Maroc n'est pas en possession du ballon et réalise un pressing très haut sur le terrain, alors le rôle de Ounahi change. Son rôle n'est pas de presser, mais de suivre le ballon en couvrant l'espace libre laissé par ses coéquipiers qui sortent petit à petit pour réaliser un pressing en fonction de la zone où arrive le ballon, tout en restant le plus axial possible. Ces excellentes qualités de positionnement et de lecture du jeu font que le coach marocain Regragui en a fait le cerveau de l'équipe, et le joueur qu'on vient chercher dès qu'on a le ballon. Car non seulement il a d'excellentes qualités techniques, mais surtout sa vision du jeu lui permet d'avoir un temps d'avance sur l'adversaire, ce qui lui permet d'organiser le jeu marocain et de réaliser de différentes combinaisons sur différents espaces pour porter le danger sur la défense adverse. Le rôle de Ounahi lui demande de se déplacer énormément et de proposer des solutions sur les différentes ailes à ses coéquipiers, ce qui fera forcément qu'il sera en retard pour défendre. Alors la tactique du coach marocain est de demander à Amrabat d'avoir un rôle purement défensif, d'être seulement dédié à la défense et d'empêcher toute contre-attaque. Le rôle d'Amrabat est bien défini, même pour ses coéquipiers. C'est lui qui doit aller sur le porteur du ballon, même si le porteur du ballon arrive dans la zone où se trouve l'arrière droit. Comme ici Hakimi qui n'intervient pas et qui laisse Amrabat faire le travail. Le ballon est récupéré par Amrabat et le donne à Hakimi qui monte avec le ballon pour aller combiner et trouver vous savez qui, le joueur central du plan de Regragui, Ounahi, qui sert immédiatement Hakimi en profondeur dans l'espace libre. Ounahi est clairement la tour de contrôle par laquelle passent toutes les actions et tous les ballons. Ses qualités tactiques et techniques sont supérieures à la moyenne du football africain, ce qui en fait que c'est le point fort de l'équipe du Maroc, mais aussi son point faible. Le Mali,
l'une des équipes les plus coordonnées collectivement et les plus belles à voir. Leur plan de jeu, c'est de presser très rapidement l'adversaire très haut sur le terrain avec un bloc compact et bien coordonné. Et à la récupération, ils se projettent rapidement en attaque. Leur stratégie est que dès que l'adversaire passe le ballon sur l'aile, ils viennent en surnombre pour venir le presser et fermer les espaces pour récupérer le ballon. Et à la récupération, immédiatement sans réfléchir, on met le ballon dans le dos de la défense adverse. Le bloc malien est bien compact et bien resserré, et même si le premier rideau du pressing est contré, l'agressivité et le pressing des défenseurs leur permet de récupérer le ballon. Et on va venir chercher le joueur Doumbia qui se positionne très souvent entre les deux lignes pour servir l'attaque. À la récupération du ballon par les Maliens, ils ne font pas plus de 2 passes avant de tirer sur le gardien adverse. Cette action est un exemple parfait du pressing collectif bien coordonné par les Maliens. Lorsque l'adversaire choisit une aile pour passer, alors le bloc malien se transforme et chacun a un rôle bien défini. Le ballon passe sur l'aile droite malienne, alors l'ailier droit et les milieux de terrain viennent enfermer l'adversaire sur l'aile droite, pendant que l'attaquant et l'ailier gauche viennent se positionner dans l'axe pour fermer les espaces et empêcher toute solution de passe dans le dos du pressing. Et à la récupération du ballon, on vient trouver Doumbia et on monte immédiatement en attaque. Doumbia a un rôle très intéressant, car il joue en tant que numéro 10 lorsqu'ils sont en possession du ballon et vient proposer des solutions à ses coéquipiers entre les lignes, et grâce à sa vitesse et sa technique, il arrive à combiner avec l'attaquant pour se projeter immédiatement en attaque et se transformer en attaquant. Leur jeu direct et vertical leur permet de trouver leurs coéquipiers dans le dos de la défense adverse, ce qui leur permet de se créer beaucoup d'occasions, mais leur efficacité devant les buts n'est pas bonne, car ils ne marquent pas beaucoup, ils n'ont marqué que seulement 3 buts sur les 3 matchs de phase de groupe. Mais leur tactique de pressing collectif bien coordonnée et bien organisée avec une agressivité intense leur permet d'être l'une des meilleures défenses des phases de groupe de la CAN, car ils n'ont encaissé qu'un seul but. L'Égypte. Clairement une équipe à double visage. Une équipe qui aime presser très haut l'adversaire pour l'obliger à dégager le ballon et permettre à son milieu de terrain de récupérer le ballon très haut. Mais dès que la première ligne égyptienne de pressing est passée, alors l'équipe montre une certaine faiblesse et une certaine désorganisation défensive qui est inhabituelle de la part de l'équipe d'Égypte. Les lignes ne sont pas compactes ni resserrées et les joueurs manquent cruellement d'agressivité, ce qui permet à l'adversaire de pouvoir progresser avec le ballon facilement et de dribbler son adversaire. La défense égyptienne est très passive. Elle regarde le joueur jouer et avancer avec le ballon et le laisse même centrer dans la surface de réparation. Ce qui fait qu'ils encaissent des buts facilement et en fait l'une des pires défenses des phases de groupe de la CAN. Sur cette action, on voit clairement que les milieux égyptiens manquent de puissance physique et manquent d'agressivité sur l'adversaire. Ce qui permet à 2 joueurs ghanéens de prendre facilement le dessus sur 4 joueurs égyptiens au milieu de terrain. L'équipe d'Égypte essaye elle aussi de trouver son attaquant pour jouer en pivot et remettre le ballon à Salah dans la course, mais le ballon est perdu. Et à la perte de balle, il n'y a aucun engagement ni repli défensif de la part des Égyptiens, il n'y a même pas de contre-pressing sur le porteur du ballon. Ce qui permet à l'équipe adverse de combiner facilement dans l'axe et de lancer leur attaquant en profondeur dans le dos de la défense qui est totalement désorganisée et qui a des trous immenses au milieu de sa ligne. La faiblesse de la défense de l'équipe d'Égypte pose de réels problèmes, car c'est une équipe qui est habituée et qui nous a habitués sur les 20 dernières années à avoir une défense extrêmement solide qui encaisse très peu de buts avec un dernier rempart sur la ligne de but qui dégage tous les dangers. Or ce n'est pas du tout le cas lors de cette Coupe d'Afrique, et même s'ils mènent 2-1 à la 98e minute, leur fébrilité défensive les contraint à encaisser le but de l'égalisation. Avec un centre facile à angle fermé dans les bras du gardien, mais le gardien ne capte pas le ballon et repousse le ballon dans les pieds de l'attaquant adverse dans l'axe, qui dribble et qui la met au fond. Le second visage de l'équipe d'Égypte, c'est qu'elle est capable de faire de belles choses. Lorsqu'ils sont menés au score, l'équipe d'Égypte change totalement. Elle devient beaucoup plus agressive et montre beaucoup plus d'envie sur le terrain. Et ça paye immédiatement. En récupérant le ballon sur le côté, ils arrivent à déborder sur le côté gauche, mais même à la perte de balle, ils déclenchent immédiatement le contre-pressing, ce qui leur permet de récupérer le ballon et de marquer facilement. Voici une autre occasion où, encore une fois, à la perte de balle, ils vont déclencher le contre-pressing leur permettant de récupérer le ballon dans la surface de récupération adverse et d'égaliser. En dehors de leurs problèmes défensifs, l'équipe d'Égypte a des phases de possession intéressantes, où les défenseurs vont venir chercher un milieu devant la ligne des milieux adverses qui va jouer en déviation en une touche de balle dans le dos de la défense adverse pour lancer son coéquipier. Avec ce style de jeu vertical lorsqu'ils sont en possession du ballon, l'équipe d'Égypte a réussi à marquer plusieurs buts sur les différents matchs des phases de groupe. Dans celui-là, Trezeguet qui est esselé sur l'aile gauche arrive à lancer en profondeur Mustapha dans le dos de la défense adverse pour marquer l'un des plus beaux buts de la CAN jusqu'à maintenant. Les phases de groupe de cette Coupe d'Afrique 2024 en Côte d'Ivoire nous a montré beaucoup de surprises. Avec des matchs difficiles et très disputés, cela offre beaucoup de spectacles et fait progresser le football africain. Et cela ne peut que plaire aux fans de football. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker, c'est important pour la réussite de la chaîne. Et moi je vous dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!